Bienvenue sur le podcast de Monsieur M, le geek du spectacle vivant. L'émission qui parle du spectacle sans parler de création, mais de ce qu'il y a autour. Vous croyez en vos spectacles ? Ne soyez pas les seuls. Aidez les programmateurs à s'intéresser à vous. Combinez stratégie, organisation et originalité. Bonjour, je suis Nicolas Monnier, alias Monsieur M, alias le geek du spectacle vivant. Pour en savoir plus sur moi, rendez-vous sur monsieur-m.fr. Aujourd'hui, je vous propose la première partie d'un entretien que j'ai eu avec Jérôme Ramaker. Jérôme, c'est mon homologue belge. Il est l'auteur du seul bouquin qui vaille le coup sur la communication culturelle. Il est maître de conférences, formateur et conseiller en communication. Lors de cette première partie, nous allons aborder des notions telles que la singularité, le positionnement, les tenants d'une bonne communication de compagnie. L'objectif étant de vous aider à vivre un des adages de Jérôme, heureux qui communique. Salut Jérôme, je suis très content de te faire venir sur ce podcast. On va partager ensemble 2 émissions. Bonjour et merci de m'inviter dans ton podcast, Nico. Alors imagine que tu es en plein milieu d'un mariage, que tu n'es pas loin du buffet froid, que tu as envie d'y rester, tu connais personne, et il y a un gars qui vient te parler, et qui te demande qu'est-ce que tu fais comme métier. Et toi, tu n'as qu'une seule envie, c'est pouvoir engager la conversation pour que tu puisses manger ton petit buffet tranquillou. Qu'est-ce que tu lui répondrais ? À mon avis, j'irai chercher un plat sur le buffet froid et j'essaierai de lui expliquer comment est-ce qu'on peut présenter d'une différente manière la petite crevette froide que j'ai avec ma sauce cocktail. En tout cas, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que j'aide les artistes à parler de leur projet de plusieurs façons différentes jusqu'à ce que ça accroche avec le public. Bien vu. Et tu travailles avec beaucoup de compagnies ? Alors, je suis, on va dire, fidèle à une compagnie de cirque qui s'appelle Les Petits Bras, qui tourne un peu partout en Europe et à l'international, parce que ils sont de ma famille et donc je les ai accompagnés dès le début et donc voilà, je les aide depuis le début dans leur création. On est à la 5e là pour le moment. Sinon, effectivement, je n'ai pas de compagnie attitrée. J'aide plutôt dans le cadre des formations à peu près 300 à 400 artistes par an. Oui, parce que toi, tu es à la fois formateur, maître de conférences, tu as écrit 3 bouquins, tu travailles pour des compagnies, mais à la base, tu viens du cirque, c'est ça ? Voilà, moi j'ai fait du trapèze volant pendant 15 ans à Bruxelles. J'ai été aussi professeur de trapèze volant. Et comme tout bon porteur aérien qui se respecte, j'ai eu mes genoux qui ont un jour lâché. Et du coup, j'ai dû arrêter le volant, mais j'ai gardé un lien avec le cirque, évidemment. Donc c'est ça qui t'a fait bosser avec la compagnie Les Petits Bras où tu gérais leur communication. Tu faisais aussi l'administration et la diffusion avec eux ? Ah ben non, je fais justement que de la com. Donc c'est ma cousine qui a créé la compagnie. Elle s'occupe de tout ce qui est diffusion, administration. Et moi, je les aide vraiment dans ma spécialité qui est les aider à mettre en musique, en communication, leurs projets, leurs délires, leurs relations avec le public. Alors comment est-ce que tu en es venu à devenir un communicateur ? En étant à l'atelier du trapèze à Bruxelles, je rencontrais beaucoup d'artistes de cirque, à la fois des semi-pros ou des pros, et je discutais souvent avec eux après des spectacles, après lors des festivals, et j'en venais à griffonner sur des sets de table, des croquis de cartes de visite ou des croquis de sites, parce que ce qu'ils me présentaient ne correspondait pas du tout au spectacle que je venais voir, par exemple. Et en voyant qu'il y avait de plus en plus de gens qui venaient discuter avec moi au niveau de leurs outils de communication, j'ai créé une première formation en communication exclusivement pour des artistes de cirque. Et c'est là que des structures ont eu vent de ce que j'avais lancé et ont proposé que je les rejoigne. Donc ça s'est fait vraiment par beaucoup de rencontres au préalable avec des échanges. Et moi, comme j'étais étudiant en journalisme et puis en gestion culturelle, ça me semblait logique d'allier mes compétences, on va dire professionnelles, avec le milieu que je fréquentais depuis plusieurs années. Alors c'est pas possible de te faire venir sur ce podcast sans te parler de ton bouquin qui s'appelle Communiquer son projet artistique, qui est sorti en 2013 et qui aborde la communication artistique. Et on va lâcher le mot qu'il ne faut jamais dire, le marketing. Ouais. Bon alors ça parle de stratégie et de beaucoup de choses, mais en l'occurrence ça fait un état de la communication dans la culture. Et là-dedans il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est 2 points. Et le premier c'est
Tu fais un tableau des écoles artistiques et de leurs programmes, Mhm. et dans leur contenu, eh ben, il n'y a pas vraiment de cours de communication dans les écoles supérieures. Voilà, donc c'est vrai que c'est des échos que j'avais au fur et à mesure des artistes que je rencontrais dans mes formations, qui disaient mais tout ce que tu nous apprends là, on l'a jamais appris. Et en grattant un peu plus loin, effectivement, je me suis rendu compte que il n'y a pas de cours de communication dans les écoles supérieures artistiques. Ici en Belgique, j'ai eu l'occasion de parfois en discuter avec certains responsables de ces écoles qui se positionnent plutôt comme école artistique, et donc on fait émerger la créativité des étudiants, on leur apprend un art, une discipline, mais c'est pas dans leur mission d'apprendre à communiquer. Du coup, on a des artistes étudiants qui sortent, qui maîtrisent un art, mais après qui doivent essayer de se vendre et de rentrer dans le milieu professionnel, qui savent pas, ils ont jamais appris à le faire. Dans le premier épisode du podcast, j'avais invité Grégory Lagrange. C'est un marketeur d'entreprise qui a rien à voir dans le spectacle, mais il disait un truc qui me parlait pas mal, c'est que la communication en soi, c'est une démarche artistique et que ça demandait de la Mhm. créativité. Dans ton bouquin, tu dis aussi que les artistes n'ont pas un grand intérêt, ne sont pas vraiment investis dans la communication. Tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Ouais, ça dépend un peu des disciplines. On voit clairement, en fonction là plutôt des tendances. Par exemple, les artistes plasticiens ont plus de mal à parler de leur œuvre parce qu'ils s'expriment déjà à travers leur œuvre. Donc, toute œuvre est déjà un acte de communication finalement, et donc pour eux, parfois, ils ont du mal à trancher. Ils préfèrent une relation directe avec le public. C'est là où j'interviens, on leur dit mais si vous voulez que le public vienne voir vos œuvres, il faut quand même un minimum leur en parler. Les arts vivants, ils s'expriment plus avec le corps, donc parfois ils ont du mal à plutôt simplifier le complexe des intentions derrière. Ouais. Mais c'est vrai que quand on crée un projet, peu importe dans quel art, la première chose qu'on demande, c'est de créer un dossier pour obtenir des subsides ou des aides à la résidence ou à la création. Ben, rien que ça, on n'apprend pas ça dans les écoles supérieures artistiques. Et je trouve ça vraiment dommage. Ouais, bah, c'est le moment de changer un petit peu tout ça, hein, ça serait bien. Du coup, enfin, pour commencer par le b.a.-ba, quelle différence tu ferais, toi, entre communication, marketing et diffusion? Ah, ah. Alors, la communication, pour moi, elle englobe quelque chose d'assez large en tant que phénomène humain et en tant que manière de se rencontrer. J'aime bien la définition qui dit que communiquer, c'est séduire, partager, convaincre. On a une question de relation, de mise en contact et une rencontre entre le projet et le public. Donc la communication, pour moi, est quelque chose d'assez large, mais on peut communiquer sans faire du marketing. Ça, parfois, les gens sont étonnés. Parce que pour moi, le marketing, c'est une technique, un outil, quelque chose qui s'est développé dans le milieu publicitaire et commercial. Et je sais que ce qui marche avec le premier bouquin, c'est que c'est la première fois qu'on explique en quoi le marketing culturel peut être utile dans le milieu artistique. Donc c'était ma vision de traduire tout ce qui paraît un peu pompeux ou très marchand pour le milieu dans des termes qui nous semblent plus compréhensibles dans notre secteur. Après la diffusion, elle va utiliser les outils de communication pour récolter des dates de tournée, pour faire parler du spectacle auprès de la presse. Mais la diffusion, elle ne peut pas fonctionner si elle n'a pas d'outils de communication. C'est des discussions que j'ai déjà eues avec des chargés de diff qui me disent, moi, le spectacle, il est très chouette, mais ils me donnent pas d'outils, de moyens, ils mettent pas des mots et des images, et ils ne me parlent pas de leur projet. Et donc, moi, si je n'ai pas des outils de communication, je ne sais pas faire de la diffusion. Donc voilà un peu ces différentes étapes finalement dans le processus de rencontre entre l'artiste qui crée et le public qui rencontre. Ouais, c'est souvent la difficulté des diffuseurs ou des artistes, hein. Euh, Si tu maîtrises pas juste du réseau et que tu maîtrises aussi la communication, le marketing, bah tu peux arriver à plus facilement contrôler ton projet. Ouais, moi, ce que j'explique aussi aux artistes quand je les accompagne, que ce soit en formation ou même en consultation, c'est la communication, vous pouvez y penser dès le début. C'est pas quelque chose qui doit vous être imposé et quelque chose qui doit vous sembler un vrai fardeau. C'est juste quand vous êtes en création de déjà commencer à récolter des mots qui vous parlent, des images, d'avoir déjà vos banques d'images et de mots pour après pouvoir les utiliser, parce qu'effectivement parfois c'est difficile de sortir le bon mot ou la bonne image. Et donc si vous avez déjà ce bagage là, moi je conçois pas, enfin je veux pas les former à être des webmasters ou à être des graphistes ou à être des chargés de diff. Je veux qu'ils puissent
comprendre en quoi la communication peut les aider et comment ils peuvent concevoir leur communication. Après, en fonction de leurs compétences, soit ils développent eux-mêmes les outils, soit ils font appel à des externes. Mais c'est là où ils vont pouvoir se comprendre aussi avec le diffuseur. Oui, et avec le webmaster aussi. Le webmaster, il n'est pas forcément un marketeur, un diffuseur Voilà. ou un communicateur. Moi, j'essaye de comprendre les deux langages et de réunir les gens, en fait. C'est ça, hein, c'est un peu notre travail. Bon, moi je commençais par créer des sites internet, du coup j'ai un peu la double casquette, mais souvent l'artiste s'accroche à l'univers artistique et visuel dans son site, qu'il va absolument vouloir mettre, mais pas forcément à la persuasion ni au chemin de lecture, Mhm. euh, pour arriver à faire ressortir justement la singularité de la compagnie. Ouais, parce que parfois ils s'en rendent pas compte, ou alors ils sont trop attachés à un moment, par exemple clé du spectacle, parce qu'ils ont mis du temps à réaliser cette performance, mais cette performance ne parle pas du spectacle, elle n'informe pas vraiment, et donc c'est pas cet élément-là qui aurait été le meilleur à choisir. Donc ils sont un peu perdus, ils ont besoin parfois de prendre du recul, mais c'est très dur, surtout quand on est encore en création, prendre du recul comme ça sur son projet. Et moi je démontre à chaque fois qu'on peut parler du projet de différentes manières sans le trahir. C'est juste une autre manière de le tourner, mais le projet ne change pas. Et c'est là où on peut créer, être créatif en communication, parce qu'on va commencer à créer des liens, des rencontres originales et qui font que le projet va justement pouvoir se développer. Oui, tout à fait. La particularité du marketing culturel, et que tu expliques très très bien dans ton bouquin d'ailleurs, c'est à l'inverse du marketing commercial où on va partir de la cible du consommateur pour créer ensuite l'image du produit, voire même le produit en lui-même. Tandis que dans le marketing culturel, le produit, c'est-à-dire le spectacle, ou la marque, la compagnie, est déjà créé par essence même, par vocation artistique, par sensibilité ou la volonté de passer un message. Et on va ensuite trouver un public. Voilà, on va d'abord créer et puis on va chercher. C'est l'offre qui vient avant la demande. Je donne l'exemple en formation de la glace spéculose en Belgique. On aime bien le spéculose. C'est pas pour rien qu'on a créé une glace spéculose, c'est parce qu'il y a eu des études de marché et que les gens ont dit bah ça peut un produit qui peut marcher et effectivement les Belges en sont friands. Maintenant, l'autre spécificité du marketing culturel, c'est que l'offre s'arrête avant la demande. Si un concert est programmé un soir dans une salle de spectacle, le lendemain l'artiste n'est plus là. Tandis que moi, ma glace au spéculose, tant qu'il y a de la demande, elle est toujours là. Et ce sont deux enjeux pour les communicateurs, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a peu de professionnels dans ce milieu-là qui se spécialisent, parce que c'est très fatigant de sans cesse devoir reconquérir des publics et de devoir partir du projet pour essayer de le valoriser. C'est beaucoup plus facile de partir d'une étude de marché parce que le public, il est déjà conquis. Moi, quand je vois avec la compagnie de cirque, donc c'est une compagnie qui se produit majoritairement en festival l'été, tous les week-ends, ils bougent d'un lieu à l'autre. Ça veut dire que ils montent le spectacle, ils jouent, puis après ils démontent la structure et ils bougent en camion, puis ils remontent la structure. C'est-à-dire que, disons que chaque semaine, on doit reconquérir un public qui ne nous connaît pas. Et moi, pour moi, en tant que communicateur spécialisé dans le culturel, ça m'excite, je trouve ça hyper passionnant. Mais effectivement, quand on voit des gens, des spécialistes du marketing qui débarquent comme ça dans le milieu culturel, ce sont des enjeux qu'ils ne perçoivent pas et qu'ils ont du mal à sentir cette sensibilité-là. Ils veulent imposer leur cadre et leur façon de faire dans le milieu commercial, mais ça fonctionne pas dans le milieu artistique. C'est pas comme ça qu'on met en avant les projets. Alors comment on les met en avant ces projets? Mais quand on communique, il faut d'abord avoir envie de discuter avec les gens. Moi, je dis toujours, parlez-moi de votre projet. Parlez-moi, faites-moi, allez, parlez-moi à la fois de vos intentions, de faits et également des émotions. Parce que je pense que la communication culturelle, elle réussit très bien à partager les émotions des spectacles. Si à travers une image ou un dossier ou un site web, on sent l'émotion qui est palpable, en tout cas on ressent déjà le message du spectacle, on a déjà gagné une partie du public. Et donc c'est vraiment, tout vient de parlez-moi de votre projet. Donc en fait, faut essayer de comprendre ce que veut transmettre la compagnie et quelle est sa sensibilité pour lui permettre d'accoucher sa singularité, c'est ça? Voilà, essayer de faire un peu accoucher des mots, des singularités. Effectivement, moi j'ai eu une formation, il y a une artiste qui s'est mise à pleurer. Alors j'ai été m'excuser après, elle m'a dit mais non, parce que tu as réussi à faire émerger quelque chose que je n'arrivais pas à dire et qui au final correspond vraiment à ce que j'ai envie de faire et de dire en tant qu'artiste. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va toucher à l'essence même. Et si on arrive à le partager, en fait, c'est cette émotion-là qui va toucher le public, consciemment ou inconsciemment.
Et moi, quand je vois des artistes qui prennent plaisir à communiquer et qu'il y a un vrai échange qui se met en place, ben voilà, le projet culturel va plus loin que le projet en lui-même, quoi. C'est-à-dire que l'œuvre dépasse l'artiste. Oui, c'est même quand le projet est bien défini, c'est même l'artiste en lui-même qui va s'impliquer dans sa communication. Il a identifié ce qu'il transmet et du coup, il va prendre plaisir à jouer avec les outils de communication. Voilà. Je n'impose jamais des outils, par exemple. Il m'est déjà arrivé de dire à un artiste, non, non, t'as pas besoin d'un site web. Parce que ça correspondait pas du tout à son univers et à sa manière d'être. Il le sentait pas, il n'avait pas envie, c'était pas, voilà. Et donc, on a créé des outils qui lui correspondaient. Et je pense que la communication, elle doit être comme ça, à la fois ludique et à la fois on doit prendre plaisir à communiquer. Sinon, effectivement, on va avoir des artistes qui vont sentir ça plus comme un fardeau et qui vont le faire à moitié ou pas bien ça va se ressentir. Dans le marketing d'entreprise, on parle de B2B et de B2C. Mm-hmm. Alors le B2B, pour ceux qui connaissent pas, c'est le business to business, c'est communiquer dans le réseau d'entreprise. Et le B2C, c'est le business to consumer, c'est communiquer auprès des consommateurs. Alors dans le spectacle, ça se traduirait plus dans le B2B, c'est j'entends par communiquer auprès des programmateurs ou des partenaires, et le B2C, c'est communiquer auprès du public. Mm-hmm. Une compagnie qui cherche à se lancer, elle va désespérément être à la recherche d'un diffuseur, et lorsqu'elle l'aura trouvé, ben, elle va lui demander absolument de trouver des programmateurs, donc le B2B. Et un groupe de musique, lui, c'est quand même plus clair, il cherche aussi à s'adresser au B2C, en s'adressant au public, en essayant de se faire connaître par le public. Dans le spectacle vivant, c'est moins évident cette différence entre... enfin, dans le spectacle, c'est moins évident qu'on utilise le B2C. Est-ce que toi, tu différencies cette communication déjà? Et est-ce que tu conseilles aux compagnies de toucher aussi les publics dans leur communication ou s'en tenir simplement à toucher les programmateurs? Oui, parce que je pense qu'on peut se passer parfois de l'un et de l'autre. J'explique. Une petite compagnie qui débute, elle peut très bien s'installer dans un off et jouer au chapeau. Sa meilleure communication, ce sera sa communication directe avec son public. À la limite, c'est le bouche à oreille qui va fonctionner et qui va petit à petit la faire connaître. Et du coup, les programmateurs vont d'eux-mêmes arriver par cette compagnie qui fait du bruit, on en entend parler et pourtant, voilà, on n'a pas eu de contact direct avec eux. Donc le fait de travailler sa communication directe avec le public peut être une stratégie pour toucher les programmateurs. Ensuite, effectivement, il y a une tradition de fonctionnement qui fait qu'une compagnie engage un diffuseur qui va lui chercher des dates auprès des programmateurs. Mais je pense que parfois, ça ferme un peu les canevas et les opportunités. Et donc, je dis pas qu'il faut abolir le job des diffuseurs parce qu'un artiste a d'autres choses à faire aussi que de chercher tout le temps des tournées. Et donc, c'est bien d'avoir un réseau de diffuseurs qui aident à trouver des dates et tout ça. Mais je pense que la meilleure communication qu'on peut faire, c'est que ça reste l'artiste lui-même. Il faut déjà que le diffuseur et l'artiste se comprennent bien pour être d'accord sur la ligne à adopter. Il faut que l'artiste soit prêt à lâcher du lest auprès du diffuseur. Et en même temps, moi je suis persuadé qu'un artiste peut très bien commencer à se faire connaître sans avoir toute cette armada derrière lui. Parce que c'est ce qu'on m'a raconté un jour quand je demandais pour qu'il y ait des cours là, de communication dans les écoles supérieures. On me disait mais non, chacun son métier, ils ont qu'à engager des gens. Je dis oui, mais des artistes qui débutent, ils n'ont pas l'argent pour engager des chargés de diff ou des chargés de com. Faut pas rêver. Et donc voilà, on est quand même sur deux réalités différentes. Et par exemple avec les petits bras, on s'occupe de la diffusion effectivement en interne, mais on n'a fait qu'une seule fois un communiqué de presse par exemple. On n'a jamais eu dans nos stratégies le fait de faire des communiqués de presse. On l'a fait une fois, c'était à l'époque des attentats à Bruxelles où il y avait un festival dans lequel on jouait. Et on a envoyé un communiqué de presse pour dire on sera là, venez, parce qu'il faut que l'art soit vivant et dans les rues. Donc on avait un message fort qui correspondait à notre identité, et c'est pour ça qu'on a fait un communiqué de presse. Mais jamais, au grand jamais, on a diffusé des communiqués de presse, alors que dans certaines conférences auxquelles j'ai pu assister, on limitait la communication des artistes à la relation avec la presse. Et ça, je trouvais que c'était, au jour d'aujourd'hui, fort réducteur dans les potentialités de communication. Ouais, bah alors complètement d'accord avec toi sur le coup de la double casquette obligatoire entre diffuseur et artiste, surtout lorsqu'on lance sa compagnie. Et puis j'ai tourné pendant au moins 15 ans sans jamais faire un seul communiqué de Et presse. la culture, les artistes, l'actualité artistique est beaucoup plus vivante que ce qu'on peut voir dans la presse ou dans les médias.
il y a une petite place pour certains. Je dis pas que c'est pas intéressant quand on fait une fois un journal parlé ou un article dans la presse, c'est très valorisant. Mais ce que nous montrent les médias de l'actualité culturelle n'est qu'un dixième de ce qui se vit au quotidien pour les gens, pour les artistes. Ouais, et il reste encore 90% des compagnies. Et c'est justement un petit peu le sujet de notre interview, c'est pour une compagnie qui se lance, comment est-ce que elle peut trouver son positionnement? Ce qu'on appelle aussi le concept, sa singularité, bref, ce qui la différencie des autres. Alors, il y a plusieurs outils que moi j'utilise, mais qui sont vraiment dans des stratégies assez développées, comme la matrice de communication, par exemple. Ce sont des grilles qui permettent de croiser des thèmes et des faits pour avoir ces mots-clés, sa singularité. Je pense que le principal, c'est que dans un premier temps, c'est que les compagnies doivent écrire un pitch, un positionnement, expliquer ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent faire. Et c'est à partir de ce positionnement-là, des mots-clés qui les définissent finalement, qu'ils vont pouvoir être créatifs dans leur communication. En fonction des mots-clés qui émergent, ils vont aller chercher des partenaires ou des lieux pour se représenter qui sont en écho, en relation avec leur identité. Oui, c'est exactement le même principe que dans la vente, où on va cibler son marché, on va cibler. Bon, sauf que là, on crée son projet en amont, mais on va quand même chercher à cibler les programmateurs, et des programmateurs qui sont adaptés à notre projet. Du coup, ça réduit notre cible, notre liste email, parce qu'on ne cherche plus à s'adresser à tout le monde, mais ça renforce notre force de persuasion et notre communication. Oui, parce qu'on n'est pas dans la quantité, on est dans la qualité. C'est-à-dire que ça sert à rien d'envoyer 1000 mails à tous les programmateurs et les noyer là-dedans. Mais par contre, si on arrive à cibler 10 bons contacts qui correspondent à notre projet, on a beaucoup plus de chances d'avoir une réussite. Moi, je me souviens d'une conférence que j'ai donnée avec tous des centres culturels où des artistes interpellaient les responsables, les directeurs pour dire oui, mais on vous envoie des dossiers et vous ne nous prenez même pas, vous nous écoutez pas. Et un des directeurs a répondu mais oui, mais moi j'ai un projet culturel avec mon centre, avec mon lieu. Si votre spectacle ne correspond pas à mon projet à moi, c'est normal que vous devez comprendre que je ne le prendrai pas. Et je pense que parfois ces deux milieux ne se parlent pas. C'est pour ça que j'ai déjà fait 2-3 conférences où je faisais en sorte que ces gens-là se réunissent et discutent entre eux. Mais c'est vraiment le fait d'aller se renseigner sur l'autre, d'aller avoir envie, à la fois vis-à-vis du public ou vis-à-vis des programmateurs ou des festivals, aller se renseigner sur eux pour essayer de voir quel est le partenaire le plus en adéquation avec son projet. C'est ça. Et comment est-ce qu'une compagnie, elle peut arriver du coup à segmenter sa communication, pas segmenter, mais enfin à l'établir dans le temps, et pour le coup définir une stratégie? Ils ont les artistes que je rencontre parfois avaient peur de ça, c'est-à-dire oui, je vais définir mon positionnement, je vais me choisir une identité visuelle et je suis figé là-dedans ad vitam aeternam. Je dis mais non, une stratégie ça se délimite dans un temps, c'est pour 1 an, c'est pour 3 ans et après on peut changer, on peut être libre de changer tout à fait, de se réorienter. Donc ça il faut déjà les rassurer là-dessus, c'est que une stratégie on la définit dans un temps et puis on voit ce qui a marché, ce qui a pas marché, comment est-ce qu'on peut l'adapter. Après on ne commence pas une stratégie si on n'a pas défini son positionnement, son public cible et son objectif. Comment dire qu'on a réussi sa communication si on ne sait pas ce qu'on voulait finalement arriver à faire? Je crois que sur SlideShare, j'ai partagé une technique que j'ai appelée la cible et qui permet de définir quelles sont les différentes étapes pour, dans un développement de projet, les différentes étapes de stratégie de communication. Généralement, la première, c'est dire que j'existe. C'est la première chose qu'on fait généralement, c'est une communication de connaissance, de notoriété, de reconnaissance, de dire bonjour, j'existe. Ensuite, on essaie effectivement d'être crédible et d'avoir des partenariats qui sont solides. Et donc, on va essayer d'être reconnu. Après avoir dit que j'existe, je dis que je suis reconnu. On va être aussi fidéliser finalement les gens qu'on a réussi à convaincre de son projet, pour ensuite, après, accroître sa notoriété. Donc, il y a différentes étapes, finalement, dans la communication. On peut pas d'office directement vouloir fidéliser 10 000 fans sur Facebook. C'est illusoire. Par contre, on peut commencer à imaginer de se faire connaître. Alors, se faire connaître,
on a le choix entre se faire connaître auprès des programmateurs, se faire connaître auprès du public cible, c'est deux approches différentes. Il y avait une chargée de livre qui me disait aussi, en France, il faut absolument être dans les réseaux pour pouvoir programmer dans les festivals. Et elle n'arrivait pas, depuis la Belgique, de rentrer dans les programmations festivals. Et moi, ma stratégie était claire, je dis, alors, pendant 1 an, ta seule stratégie de communication à faire, c'est de rentrer dans les réseaux. Et l'étape suivante, ce sera de diffuser tes spectacles auprès des réseaux. Donc on peut comme ça morceler ces stratégies pour qu'elles soient complémentaires et petit à petit voir le projet se développer. Mais la communication vient bien en soutien du projet. C'est pas un cache qu'on met par au-dessus. On peut dire parfois, ouais, ils ont fait une super com, je vais faire la même chose, mais ça sert à rien. Si on imite ce que d'autres font, on aura quelque chose qui ne sonne pas juste. Il faut vraiment partir de son projet et c'est pour ça que moi je signe artisan communicateur, parce que j'aime une communication qui est personnalisée, qui est adaptée à chaque projet, et avec une communication qu'on peut manipuler comme on a envie et qu'on se personnalise, s'identifie à soi. Et donc effectivement, créer une communication qui est propre finalement à son projet, mais avec une certaine stratégie derrière qui permet par exemple d'éviter les obstacles. La stratégie, c'est un mot militaire, donc c'est quelque chose parfois de très froid pour notre milieu, mais en même temps une stratégie, elle identifie une cible effectivement avec un objectif, mais il y a différents obstacles qu'elle essaye d'éviter. Et donc si, quand on se lance dans sa communication, on essaye déjà d'anticiper les obstacles, ça nous permet par exemple d'éviter de foncer droit dans le mur si on peut passer à côté. Et d'avoir des outils de communication qui nous permettent de franchir ou de contourner ces obstacles. Oui, et on a aussi tendance à s'y perdre. C'est-à-dire que d'un côté, on va vouloir avoir un site internet, gérer sur Facebook, Twitter, LinkedIn, avoir un blog, s'intégrer dans les réseaux sociaux, vouloir à la fois tourner sur des festivals, dans les écoles, et vouloir tout cibler et tout faire en même temps. On a vite le sentiment d'être complètement débordé. Et la stratégie, la méthode ou le plan, je vois pas d'autres mots qui pourraient faire moins peur, tant pis. Ça permet en fait de se fixer des étapes et des objectifs mesurables qui sont établis dans le temps, qui sont chiffrables. Et quand on a ces étapes-là et qu'on a des chiffres derrière, ça permet aussi d'avoir le sentiment d'avancer, d'avoir des satisfactions. Ça permet d'alléger le travail et au final, en plus de faire gagner du temps, d'avoir un sentiment de réussite. Ouais, elle permet de valoriser, de temporiser, de relativiser. Elle permet aussi de se rassurer, parce que je crois que dans le livre j'en parle. J'avais fait un sondage par rapport à différents artistes. Quand on parle de communication, à quoi vous pensez, c'est une genre d'introduction que je fais souvent aussi en formation. Et les mots qui reviennent souvent, c'est j'ai pas le temps, ça prend du temps. Mais la stratégie, justement, permet d'en gagner du temps. C'est ce que j'essaie de leur faire comprendre. C'est-à-dire, on va d'abord y réfléchir, on va poser le cadre, et une fois que la stratégie est mise en place, vous allez voir que vous allez gagner du temps parce qu'elle va vous organiser. Et donc, au lieu d'ouvrir son ordinateur un soir en disant « je dois communiquer, par quoi je commence », au moins, votre stratégie vous donnera des guidelines, vous donnera des lignes, et vous savez ce que vous devez faire. Il n'y a plus besoin de perdre du temps à réfléchir. Et donc, elle donne confiance, la stratégie. Elle permet de voir vers où on va, parce qu'il n'y a rien de pire que de foncer la tête baissée sans savoir vers où on va. Donc je trouve que la communication, quand elle redonne confiance, comme ça, c'est intéressant aussi. Après, avec la subtilité, que on n'est pas dans une communication persuasive comme dans la publicité, mais on est dans une communication relationnelle. Et donc on essaye de tisser des liens, mais ces liens, ça demande du temps parce que ça demande de la confiance. Et cette confiance, on l'a à la fois avec une communication régulière, mais en même temps avec un projet qui tient la route. Et donc c'est des choses qui doivent mûrir petit à petit. Oui, et souvent les compagnies qui vont créer un site internet, elles partent directement du visuel qu'elles veulent mettre en place. Puis elles réalisent un menu à l'intérieur, un menu par spectacle, et puis à l'intérieur, elles vont y mettre un espace pro, puis elles font ci, elles font ça, enfin bref. Elles se retrouvent à un moment donné bloquées parce que il faut mettre du contenu dans ces pages, qu'il faut écrire. Et elles écrivent pour remplir. Et elles sont bloquées parce qu'elles n'ont pas de belles images. Lorsqu'au final, si elles avaient bien défini leur concept, il suffirait d'une seule phrase sur une page d'accueil, par exemple, pour donner envie d'en savoir plus. Et tout simplement de faire en sorte que le site il donne envie d'aller voir plus loin et que ça fonctionne. Oui, et c'est vrai que si on a mis en place une stratégie où on sait que par exemple dans 3 mois on aimerait bien que le site soit sorti parce que c'est stratégique au niveau du temps, par exemple ça tombera juste au bon moment au niveau de la recherche de programmateurs, admettons, ça veut dire que ça nous laisse 3 mois
pour déjà penser au texte qu'on va devoir y mettre, pour déjà penser aux images, par exemple, qu'on est en résidence de création. Ah tiens, je vais penser à faire des photos pour pouvoir les mettre sur le site. C'est trop tard si un jour je décide, je fais un site et j'ai pas pensé à l'avance à tous ces outils préalables. Oui, et puis c'est pas facile pour une compagnie qui débute d'avoir de beaux visuels ou simplement de belles photos. Bah, déjà d'une part pour des questions de budget, mais aussi parce que bah, elle va jouer dans des lieux où il n'y a pas forcément de belles mises en lumière ou simplement une vraie jauge qui en impose. C'est pas facile d'avoir de belles photos si tu joues dans une salle polyvalente avec un panier de basket en fond de scène, ou que ton photographe, ben, c'est soit un pote ou qu'elle soit récoltée par le public en fait. Ouais, j'avais déjà expliqué à une compagnie un jour que, ben voilà, si vous voulez vous créer par exemple une plaquette pour présenter votre programme, enfin votre spectacle et tout, ça vous coûtera une représentation. Donc vous savez que cette représentation-là qui est payée, l'argent vous la prenez pas, mais vous le mettez dans la réalisation de vos outils. C'était plus concret pour eux pour dire on ne joue pas gratos, mais on joue pour quelque chose qu'on va pouvoir financer et donc gagner d'autres dates plus tard. Donc ça c'était assez concret. Mais c'est vrai que c'est ingrat la communication culturelle parce que si vos outils sont de mauvaise qualité, même que si vous êtes professionnel depuis longue date, le public va interpréter votre spectacle comme de mauvaise qualité. Et donc, si vous faites un flyer vite fait bien fait, imprimé à la va-vite, mal découpé, il y aura un aspect amateur, et donc le public comprendra que votre spectacle est amateur, que vous soyez professionnel ou pas. Donc c'est intéressant de prendre le temps de s'appliquer sur ces outils de communication pour cette image finalement que ça donne de nous à terme professionnel. Ouais. Et à défaut d'avoir du visuel, ben, il y a le verbe. Et le verbe, là, il est là quoi qu'il en soit. Bon, malgré que le fait que les visuels soient essentiels, il y a quand même toujours moyen de contourner ça. Mais parce qu'un spectacle en création, même, c'est ça parfois ils comprennent pas. Quand je leur dis, mais vous pouvez très bien publier des photos de vous en train de juste créer votre spectacle, en train de créer vos bijoux par exemple, ou en train de peindre. Vous pouvez très bien mettre dans vos dossiers juste des croquis d'intention, surtout quand c'est dans des résidences de recherche et création, des choses comme ça. Donc il n'y a aucun souci. Et donc ça, parfois, ils ont l'impression qu'ils doivent montrer un produit fini. Ça, c'était le cas avant, mais aujourd'hui, on est sensible au fait de montrer aussi tout le processus en amont. Et donc, une photo euh, naturelle ou des croquis peuvent servir d'outil de communication. Oui, tout à fait. Déjà, ça donne un côté humain à la compagnie et ça, c'est super essentiel. Surtout dans la com, quoi. Alors, regarde comment s'exprime un programmateur. Il va dire, ah, moi, cette compagnie, je suis très attaché à leur projet artistique. J'adore ce qu'ils font, la sensibilité qui dégage d'eux. Et c'est, Oui, c'est parfois la personnalité qui vend plus finalement parce que au-delà du projet, il y a la manière, la démarche personnelle derrière qui parfois touche encore davantage. puis il y a un frein qui est présent chez les artistes quand on leur parle de marketing. C'est de croire que le marketing ou les techniques de persuasion qui vont avec, c'est-à-dire la façon de présenter les choses pour convaincre que le projet il est en adéquation avec ce qu'on a envie de dire, et ben ça c'est mentir. Non, c'est trahir, c'est même pire, c'est pas mentir, c'est trahir. Ouais, c'est ça. Le fond c'est que, enfin, il y a une phrase dans ton bouquin, genre je l'ai plus sous les yeux, mais tu me diras si je me trompe. C'est traduire sans mentir. Ouais. Mhm. Moi, ça me parle beaucoup en fait. Tu vois, ce week-end j'étais à un mariage et je parlais avec un musicien. Et il était super investi dans sa création. Et en discutant avec lui de ce que je faisais, il avait l'impression que travailler sa communication, en fait, ça voulait dire se pervertir. On peut le traduire par trahir. Et il avait un vrai frein à ça. Et le truc, c'est que au fur et à mesure de la conversation, il se rendait compte que plus je comprenais son projet, plus je m'impliquais émotionnellement dans ce qu'il avait envie de transmettre, plus j'arrivais à le présenter d'une manière en adéquation avec ce qu'il avait envie de dire. Et son visage, il s'illuminait, il disait ah mais oui, mais oui, c'est ça. Et bah, c'était ça que j'essayais de lui transmettre. C'est juste, je lui disais, c'est juste dans ta façon de présenter les choses que tu vas réussir en fait à transmettre tes émotions. Mais c'est vraiment le déclic que moi je vise à chaque fois et enfin, je suis content que tu y arrives aussi parce que c'est là où la communication peut être utile justement et pas un frein. Le mot traduire est juste parce que ils ont leur univers, leur univers d'artistes, de créateurs, ils sont dedans, ils ont leur façon de penser, de s'investir dans un projet qu'ils ont peut-être mûri depuis des années et donc voilà, ils les ressentent plus qu'ils arrivent d'en parler finalement.
Et puis à côté de ça, on a que ce soit le public, spectateur ou le programmateur. Et le rôle de la communication, c'est de permettre de comprendre les codes de chacun et de faire la traduction, c'est-à-dire de pouvoir utiliser les références de l'un, utiliser les références de l'autre pour parler un même langage. Et donc d'expliquer dans des mots que l'autre va pouvoir comprendre. Et ça, effectivement, c'est une certaine gymnastique de l'esprit qu'on va pouvoir utiliser un mot plutôt qu'un autre. Mais effectivement, moi, je suis contre le fait de mentir, c'est-à-dire d'aller ajouter des mots qui n'ont pas de sens. Justement, au contraire, le choix des mots va pouvoir ajouter du sens. Il y a une Scope le Pavé fait des conférences comme ça, des conférences gesticulées. J'avais participé à une conférence sur la désintoxication à la langue de bois, où on a commencé à lâcher plein de mots qui n'ont plus de sens. Et je me suis quand même levé à un moment donné et j'aurais dit, écoutez, moi je travaille dans la communication au sein du non-marchand. Si je n'utilise pas certains mots, vous n'avez pas votre projet. Mais c'est pas pour ça que je trahis votre projet. Au contraire, j'ai fait en sorte de tisser des liens et de faire en sorte que chacun se comprenne. Je me suis fait huer un petit peu. Il y a pas photo. J'ai déjà gagné des projets européens en tapant mur de Berlin dedans, juste parce que je savais qu'il fallait le mettre. Est-ce que j'ai changé le projet en tant que tel? Non, j'ai juste utilisé les bons mots pour que ça passe. Et donc c'est là où on a le côté traduction, c'est-à-dire de pouvoir assez vite visionner les liens qui peuvent y avoir entre l'artiste qui présente son projet et le potentiel à côté et les relations qu'on peut mettre en place. Mais il y a effectivement ce besoin de traduire parce que ils ne parlent pas forcément le même langage. Après, c'est parfois difficile quand on n'est pas extérieur au projet d'arriver à le faire. C'est un peu de la même manière qu'on va avoir besoin d'un metteur en scène. On a besoin d'un regard extérieur sur notre création qui va pouvoir nous dire, là, ce que je vois, c'est ça. Mm-hmm. Mais ce que je vois, ce n'est pas ce que tu vis. Quand on est plongé dans sa com, en fait, c'est parfois difficile d'arriver à s'en extraire. On finit par s'attacher à des choses, on n'arrive plus à se mettre à la place du programmateur. En marketing pur, on parle de définir des personas. Je trouve que c'est une bonne solution aussi. Les personas, c'est quoi? C'est définir notre cible, l'analyser, la décortiquer, la comprendre. Et ça peut aller jusqu'à définir son vocabulaire. Comme par exemple, on peut même aller jusqu'à poser une photo, même un prénom, enfin, pour arriver au point où on a carrément créé un personnage qu'on a l'impression de connaître. Et l'objectif de ça, c'est d'arriver à s'exprimer comme si on s'exprimait à une personne et d'avoir du coup ce recul nécessaire. Lorsqu'on parle à quelqu'un, on s'adapte toujours. On ne s'exprime pas de la même manière à un enfant qu'à un adulte. Eh bien, si on sait exactement à qui on s'adresse, eh bien, on sait trouver les bons mots et on arrive à avoir le recul pour ça. Ouais, c'est utilisé aussi dans toute la création des sites web pour pouvoir faire en sorte que voir quel type de chemin prend un utilisateur quand il se promène sur notre site web et tout ça. Alors pour changer un petit peu de sujet, lorsqu'on se lance, notre projet il n'est pas encore bien défini et on a encore du mal à vraiment se positionner, que c'est déjà l'heure de choisir un nom de compagnie. C'est une chose qui n'est pas évidente et un exercice souvent délicat, car ça peut coûter cher de ne pas avoir choisi un nom qui parle. Alors là, par contre, j'ai un exemple où une compagnie avait un spectacle qui tournait super bien, plusieurs comédiens et tout, et l'artiste est venu me voir en me disant, on a plein de dates pour notre spectacle, mais on n'a pas de nom de compagnie, on est un peu coincé. Et là, par contre, alors je lui ai dit, écoute, vous avez vos dates, on va miser toute la communication autour du projet, et le nom de la compagnie viendra après. Parce qu'ils étaient vraiment genre une série de dates qui allait dans la semaine qui venait, quoi. Et donc là, le présupposé qui dit qu'on a d'office avoir un nom de compagnie, là, il jouait pas. Parce que, vu leur actualité, c'était le projet de spectacle qui tournait et que c'était celui-là qu'on mettait en avant dans la communication. Ah bah là, c'est bien hein, quand ça peut faire ça, c'est le grand luxe. Et pour terminer donc la première partie de notre échange, parce que je pense que nos auditeurs doivent avoir les oreilles qui chauffent, bon même si nous on va tout réaliser d'une traite parce qu'on est des punks, le nom de compagnie. Qu'est-ce que tu donnerais toi comme conseil à une compagnie qui se lance pour choisir un nom? Choisir un nom? On travaille sur l'imaginaire collectif en fait. C'est-à-dire mettre déjà donc tous les mots qui leur parlent au niveau de comment ils veulent définir leur compagnie et essayer de faire émerger des liens avec des mots qui leur semblent cohérents ou qui ont du sens
Le cerveau fonctionne quand même beaucoup par apposition d'idées. C'est pas linéaire, le cerveau. Il va vraiment dans tous les sens et il fonctionne vraiment par lien entre d'une idée à l'autre. Il switch d'une idée à l'autre et il fait des liens entre différentes idées. C'est comme ça que notre mémoire fonctionne. Et moi, je travaille beaucoup avec ce genre de techniques qui font sortir l'artiste de leur zone de confort, qui les poussent très loin dans la créativité. Pour après revenir évidemment à l'essentiel, mais on va d'abord essayer d'aller explorer le plus loin possible, quitte à avoir effectivement même des regards extérieurs qui viennent ajouter des mots qui n'ont rien à voir juste pour que ça fasse émerger d'autres bonnes idées, parce qu'il faut toujours une mauvaise idée pour tuer et pour avoir la bonne. Et donc du coup, faire déjà travailler cet imaginaire collectif, en même temps, à partir du moment où ils ont des mots qui ressortent, je leur demande toujours d'aller vérifier ce que représentent ces mots pour leur public cible ou pour d'autres. Parce que si on utilise un mot qui est déjà utilisé mais qui a une autre connotation, ils vont avoir du mal à communiquer avec le sens que eux ils veulent lui donner. Donc quand même, à chaque fois qu'on trouve un nom qui nous parle, vérifier ce que ce nom peut symboliser dans certaines cultures ou auprès de certains publics, parce que ça peut plus freiner la communication qu'autre chose, même si ça nous parle fort. Voilà. Après, moi, quand ils travaillent sur leur présentation aussi, j'aime bien leur faire présenter leur projet, puis leur demander de souligner les 3 mots les plus importants pour eux. Et puis je leur redemande, présentez-moi votre projet, mais sans utiliser ces 3 mots. Et ils sont obligés d'aller chercher plus loin. Ça fonctionne super bien. Ouais, en fait, on cherche simplement à étoffer son vocabulaire, et puis un vocabulaire qui soit en lien avec le fond du projet, quoi. Ouais, et donc après, moi j'aime bien travailler avec l'imaginaire collectif, avec toutes les symboliques et les sémiotiques et tous les mots qui ont du sens et les liens, les jeux de mots et tout ça, parce que ça, si on arrive à synthétiser en un nom de compagnie ou un nom de spectacle tout le projet qu'il y a derrière, on gagne 3, 4, 5 pages d'argumentaire dans un dossier parce que le nom dit tout. Donc c'est là où on est fort. Et en même temps, par exemple, si on tend sa carte de visite avec le nom de sa compagnie dessus, ça enclenche déjà une discussion. Ah, c'est quoi votre nom? Et on peut déjà parler de son projet en utilisant le nom de sa compagnie. Donc le nom, il fait média aussi parce que ça nous permet d'enclencher un dialogue et une discussion intéressée de la part du public. Bon, bah, je crois qu'on a fait un bon petit tour de l'essentiel, qui va être de définir dans un premier temps notre concept artistique, dont naturellement vont découler les spectacles. Un concept qui est défini en fonction de notre sensibilité artistique et des valeurs défendues par la compagnie. Dans un deuxième temps, on va définir ses cibles, qu'ils soient des programmateurs ou du public. Et puis dans un dernier temps, pas vraiment, mais en tout cas, on va mettre en place une stratégie de communication qui va être identifiée étape par étape afin de quantifier et de mesurer, de gagner de l'efficacité et du temps, et de trouver de la satisfaction tout au long du long chemin qu'est la communication. Voilà, quant à toi Jérôme, eh ben, merci pour ce premier entretien. On se revoit dans exactement 0 secondes pour faire la suite de l'enregistrement. De rien. Dans la deuxième partie de notre échange, nous allons aborder les différents outils de communication, les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter et autres. On va parler aussi de sites internet et de blogs. On va parler de dossiers artistiques et évidemment de dossiers de subvention. Et tiens-moi au courant quand c'est publié. Bah oui, et puis elle sortira dans approximativement 1 mois. C'est juste histoire d'avoir le temps de faire le montage. Et puis surtout parce que j'ai d'autres interviews qui sont déjà prêtes, en l'occurrence celle de Yanis Jean, qui est le délégué du syndicat du cirque de création et qui a un parcours très très intéressant, un interview qui m'a vraiment fait marrer. Et puis il y a aussi celle de Cédric Crémades. Alors je sais pas si on dit Crémades parce que c'est un ami, puis je l'appelle Ced, qui est le directeur d'une association culturelle qui s'appelle J'Aspire, qui est une structure qui fait de la production, de l'accueil de résidences de spectacles, qui est aussi association culturelle et qui propose des ateliers, et aussi qui travaille dans la musique actuelle, et qui est à la fois boîte de tourneur-manager et aussi un label. On va parler avec Ced de diffusion et de production de petites compagnies. Voilà, si vous ne souhaitez pas rater une miette des prochaines sorties, être averti lorsque nous publierons la deuxième partie de ce podcast, je vous invite à vous inscrire sur mon blog et vous recevrez une notification. Et puis, si vous n'aimez pas aller sur internet et que vous êtes un accro du téléphone portable, vous pouvez aussi télécharger mon application et vous recevrez une notification. Tout ça, c'est téléchargeable ou en ligne sur le site monsieur-m.fr.
Et puis si vous cherchez bien sur mon site, parce que je l'ai caché pour pas être débordé, vous trouverez un formulaire qui vous permettra de bénéficier d'un entretien gratuit avec moi, où nous pourrons faire un tour de votre site internet via Skype, et on pourra parler en fait de communication.